Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires du Parlement, Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui dans cette enceinte au titre des exigences de l'article 151 de la Constitution qui prescrit la délivrance par le chef de l'État d'un exposé général sur la situation du pays chaque deuxième lundi de janvier de chaque année. L'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017, vous en conviendrez avec moi, chers compatriotes, prend une connotation particulière au souvenir des aléas qui ont jalonné notre cheminement pénible à travers les ornières des incertitudes qui semblaient en passe de miner nos ambitions et nos espérances dans l'avenir de notre démocratie et la consolidation de l'état de droit. Tout au long de l'année 2016, je ne cesse de marteler qu'un risque de dysfonctionnement menaçait l'ensemble des institutions républicaines en ce début d'année 2017 si des élections libres, transparentes, honnêtes, démocratiques et inclusives ne dotaient le pays d'autorités légitimes à tous les échelons du pouvoir d'État. Les défis pour y arriver étaient multiples, au-delà même des défis matériels, financiers et infrastructurels que j'évoquerai plus loin. Le principal obstacle était celui de la confiance. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de décideurs et de partenaires ne croyaient pas possible d'opérer ce virage difficile. De réussir ce bond gigantesque est nécessaire vers la stabilisation de nos institutions et la pacification sociale et politique du pays. Aujourd'hui, cette rentrée parlementaire montre que le sursaut patriotique a vaincu le pessimisme. Grâce aux vertus fécondes du dialogue, du travail, de la fermeté et de la détermination, nous sommes arrivés à bon port à doter le pays d'institutions républicaines. Mesdames et Messieurs, honorables députés et sénateurs, le Premier ministre Henneck Jean-Charles vous a déjà exposé le bilan exhaustif de l'action gouvernementale. Je ne vais donc pas m'éterniser sur les résultats et les performances obtenues. En tant que chef de l'État, je m'attacherai surtout à rappeler à la nation la situation du pays au tout début de l'année 2016. Quand j'ai été élu par vous, honorables députés et sénateurs, pour assumer la magistrature suprême de l'État avec un mandat spécifique, celle de relancer le processus électoral initié en 2015, j'évoquerai ensuite les principaux chantiers et les grands défis qu'il a fallu relever avec tact, droité, dans une quête permanente du bien-être collectif. Je vous présenterai enfin les perspectives et les espérances pour le pays en cette année 2017. Tout d'abord sur le plan politique. Le spectre du dysfonctionnement des institutions républicaines qui se profilait à la fin de l'année 2014 annonçait déjà que notre pays était entré dans une ère d'incertitude et de turbulence. Les principaux acquis détenus par le peuple haïtien en votant massivement la Constitution étaient compromis. Il fallait au plus vite apporter une réponse politique à cette ambiance délétère propice à toutes les aventures. Les échéanciers électoraux, maintes fois repoussés, devenaient de plus en plus nécessaires et indispensables. Ainsi, elles ont été tenues et le 3 janvier dernier, le Conseil électoral provisoire a publié les résultats définitifs des élections du 20 novembre 2016, consacrant la victoire au premier tour de M. Jovenel Moïse en tant que 58e président élu de la République d'Haïti.
Je saisis cette occasion, encore une fois, pour le féliciter et lui souhaiter du succès dans le cadre de ces lourdes responsabilités qui l'attendent. J'ai d'ailleurs pris l'initiative, tout de suite après la publication des résultats consacrant sa victoire au journal officiel Le Moniteur, de lui proposer la mise en place immédiate d'une commission de passation de pouvoir, ce qu'il a accepté. Je le félicite également, tous les autres élus issus de ces jours électoraux. Nous pouvons compter aujourd'hui sur la présence de 6 nouveaux sénateurs et de plus d'une vingtaine de nouveaux députés. Par rapport à la situation de violence et d'insécurité, la proclamation des résultats du premier tour des présidentielles d'octobre 2015 avait été accueillie sur l'ensemble du territoire par des manifestations de rue accompagnées d'actes de violence, lesquelles se sont poursuivies jusqu'au mois de février 2016. Mon élection à la présidence provisoire du pays, l'ouverture des consultations avec les acteurs politiques et la formation de ce gouvernement de consensus ont permis un ralentissement de ces manifestations et instauré au pays une bénéfique atmosphère de paix et de stabilité. Les récentes contestations à la suite des résultats des joutes du 20 novembre n'ont jamais atteint l'ampleur ni l'impact que celles que nous avons eues en début d'année 2016. Je tiens à féliciter le peuple haïtien pour son courage, pour son patriotisme, les forces de police qui, dans le respect du droit à manifester à chaque citoyen, ont su éviter au pays des débordements nuisibles à la paix sociale et à la stabilité politique. La situation macroéconomique, l'inflation et la chute de la monnaie nationale. Dans un tel contexte, la gestion macroéconomique du gouvernement et des dirigeants de la Banque de la République d'Haïti a été prudente et effective. Un simple coup d'œil au tableau des paramètres financiers et monétaires révèle le maintien d'une croissance à 1,4%, certes très modeste, mais tout de même supérieur à celui de l'année précédente où il était de 1,2%. Cette croissance a été soutenue par l'agriculture, plus 3%, grâce à une production marchande et surtout grâce à l'industrie manufacturière. La croissance fut toutefois, sans surprise, pénalisée par la stagnation des secteurs du bâtiment et des travaux publics qui a décru de 2% d'une part et d'autre part par la faible croissance du sous-secteur commerce, restaurants et hôtels, conséquence de la prudence des investisseurs et du secteur en raison de l'environnement politique incertain qui se dessinait en 2016. La bonne gestion des finances publiques, caractérisée par la quasi-absence d'endettement additionnel de l'État central durant la seconde moitié de l'exercice 2015-2016, depuis la signature par le gouvernement avec la Banque centrale d'un accord sur la gestion de trésorerie qui a permis de limiter les dépenses publiques au strict minimum. Les réserves internationales nettes de change ont augmenté de plus de 158 millions de dollars, alors qu'en période électorale, c'est l'inverse à laquelle on devrait s'attendre. Il importe aussi de noter le ralentissement notable du rythme de dépréciation de la monnaie nationale, d'une cadence annuelle de l'ordre de 40% durant la première moitié de l'exercice 2015-2016, il est tombé à environ 13% depuis la fin du mois de mars dernier. Paradoxalement, il n'est pas sans intérêt de mentionner les retombées positives de la dépréciation de la gourde, lesquelles, jointes aux incitations mises en place par la Banque centrale au cours de l'année, ont eu la vertu de stimuler la compétitivité future des industries marchandes, exportation, agriculture et tourisme. En atteste la forte demande d'espace industriel observée pendant ces derniers mois. On espère pour 2017 la création de plus de 10 000 nouveaux emplois et 40 000 pour l'exercice 2018. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour faire face à la situation de crise politique, malheureusement, Haïti n'a pas été épargné par les catastrophes naturelles. Ainsi, Haïti, une nouvelle fois, au tout début de l'exercice 2016-2017,
a été frappé par l'une des catastrophes naturelles les plus violentes depuis le séisme du 12 janvier 2010. L'ouragan Mathieu a promené une fureur dévastatrice sur 5 départements du pays. Il y a laissé des plaies profondes et des stigmates encore béants. Les dommages et pertes sont évalués selon un rapport de la Banque mondiale avec le concours des instances ministérielles concernées à près de 1,9 milliard de dollars. Au-delà de la destruction de l'habitat et des infrastructures routières, des écoles et des récoltes, l'ensemble des conséquences néfastes de la catastrophe n'est guère encore totalement prise en compte, notamment la menace de famine qui affecte déjà une bonne partie des 3 départements concernés. Il convient de souligner que le passage de cet ouragan destructeur a généré un exemplaire élan de solidarité humaine. Je saisis encore une fois cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires d'Haïti, l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des acteurs de la société civile qui promptement se sont portés au secours des populations victimes de cet ouragan. Je profite pour rappeler que Mathieu est toujours présent. Les populations des zones affectées sont toujours en situation de détresse économique, de désarroi écologique et de grande précarité sociale. Du côté du gouvernement, nous avions conçu une réponse en 2 volets. Le premier adresse l'urgence humanitaire. Le deuxième couvre le redressement et le relèvement économique. Si au niveau de la réponse humanitaire, nous avons reçu une part importante de l'aide d'urgence de nos partenaires, pour ce qui concerne le relèvement, malheureusement, comme les fois antérieures, l'assistance internationale tarde encore à se matérialiser. Par ailleurs, au-delà des actions ponctuelles envisagées ou improvisées, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous n'avons pas encore œuvré suffisamment dans le sens de la sensibilisation et de la prévention des catastrophes naturelles. C'est dans cet esprit que le Premier ministre et le gouvernement ont décidé de déclarer le 12 janvier de chaque année Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur les catastrophes naturelles. Cette année, la commémoration du 12 janvier ne servira nullement à honorer uniquement la mémoire des victimes du 12 janvier 2010. Elle va marquer un tournant important dans le sens d'un éveil national sur les risques pour Haïti des catastrophes naturelles. L'année à venir devrait être prometteuse pour le peuple haïtien. Je suis arrivé à la tête du pays en février 2016 dans un contexte d'explosion proche du chaos et de l'anarchie. L'avenir était sombre et personne ne savait de quoi demain serait fait. Aujourd'hui, je me prépare à laisser le pouvoir le 7 février et à le remettre à un président démocratiquement élu par le peuple haïtien à la suite d'élections libres, honnêtes, inclusives et transparentes. Je laisse un pays politiquement apaisé et socialement plus serein, fort de la confiance retrouvée dans les institutions et dans les autorités et avec cette ferme volonté des investisseurs à investir dans un pays stable et en paix. Je formule le vœu que tous les déçus des résultats des jours du 20 novembre 2016 fassent le grand sacrifice patriotique d'organiser une opposition pacifique, démocratique et constructive face aux nouveaux élus, quel que soit leur niveau. Haïti doit être pour chaque citoyen, chaque citoyenne, le candidat perpétuellement et indéfiniment gagnant. Je suis en droit de m'enorgueillir d'avoir contribué à débarrasser l'horizon des lendemains des ombres néfastes de l'incertitude politique et du désarroi social. L'un de mes vœux les plus chers et les plus ardents
pour Haïti et pour le peuple haïtien est que les nouvelles autorités puissent bonifier cet héritage fragile pour désormais entrer dans un cercle vertueux de croissance et de confiance, de stabilité politique et de paix sociale, de progrès économique et de dialogue permanent, de paix sociale et de démocratie. C'est ce que notre pays a besoin, c'est ce que le peuple haïtien réclame à travers son vote. Défis et perspectives. L'un des premiers défis que la nation haïtienne se doit de relever en cette année 2017 est celui de l'unité et de la réconciliation nationale. Cet appel a constitué le cœur de mon message du 1er janvier au Gonaïve, jour de l'indépendance nationale. Il l'a été aussi le 2 janvier, jour des aïeux. Encore aujourd'hui, mes chers compatriotes, en cette date solennelle qui marque la rentrée parlementaire et compte tenu du rôle prépondérant que vous êtes appelés à jouer, honorables parlementaires, dans le maintien de la stabilité politique, tant recherché, je considère comme opportun encore de réitérer ce message d'unité nationale et de pardon réciproque. Laissons de côté les petits intérêts partisans, faisons taire nos querelles de chapelle et pensons au bien commun, pensons à la collectivité. Haïti reste et demeure notre seul héritage commun. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est temps de se rendre à l'évidence de cette inéluctable réalité et donc de s'unir, de se donner une main fraternelle pour qu'il y fasse bon vivre, y travailler et se récréer dans le pardon et la convivialité. Le deuxième défi de taille à surmonter en 2017 et au-delà est celui de la cohésion sociale. Un pays où il fait bon vivre, un pays apaisé est celui où il existe des égales opportunités d'accès pour tous aux biens et aux services publics, à l'éducation, à la santé, au travail et aux loisirs. Cette égalité de chance pour tous constitue le ciment de la cohésion sociale. Notez que ce défi n'incombe pas seulement à l'État. Nous devons le relever ensemble, le secteur public en conjonction harmonieuse avec le secteur privé. Le troisième défi important, mes chers compatriotes, engage la construction une fois pour toutes d'un projet de société cohérent, dynamique et inclusif. Haïti a définitivement besoin d'un pacte social rénové. Quels sont les faits d'armes ou les prouesses dont nous pouvons nous vanter d'être fiers? Qu'est-ce qui nous fait vivre ou survivre depuis longtemps? Qu'est-ce qui nous fait vibrer et rêver ensemble comme nation? Jusqu'ici, nous nous cantonnons à évoquer l'épopée incomparable de nos aïeux. Jusqu'ici, c'était exceptionnel. Oui, nos ancêtres, les pères fondateurs de la nation, étaient des visionnaires. Oui, Haïti était humaniste avant la lettre, mais c'était il y a 213 ans. Et depuis, qu'avons-nous fait pour mériter de nos ancêtres? Qu'avons-nous fait pour sortir de la léthargie, de la misère et de la pauvreté? Qu'avons-nous fait pour éviter d'être affublés de cette épithète peu flatteuse de pays faillis, de pays fragiles, de pays pauvres, de seul PMA de la région? Honorables députés et sénateurs, peuple haïtien, si un pèlerinage périodique dans le passé fournit les ressources pour alimenter les rêves et ambitions du présent, pour façonner le lendemain, le regard positif et conquérant doit être tourné vers l'avenir. Nous regardons trop souvent en arrière et pas assez en avant. À part les États-Unis d'Amérique, tous les autres pays du continent américain ont acquis leur indépendance après nous. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous d'effectuer une sincère introspection et se regarder l'un et l'autre dans les yeux pour se demander sans malice ce que nous avions fait d'un tel espoir. C'est hier que le président Obama nous a rappelé que Haïti a une histoire qui est partagée par le monde. Nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait de cette lutte pour l'indépendance nationale? Pour finir, j'évoque un quatrième défi à affronter. C'est celui de notre relation au temps. Nos actions s'inscrivent trop souvent dans le court terme.
À agir de la sorte, nous donnons des signes de grande fébrilité qui ne nous font que dénoter notre myopie politique et administrative. Le propre des dirigeants est de savoir se projeter dans le temps. Il faut anticiper les événements à venir, la croissance démographique, la diminution des sources d'énergie fossile, la transformation de la société, l'économie du numérique, les nouvelles technologies ou le dramatique phénomène des migrations suivi de rapatriements humiliants. Nous sommes trop à la traîne. Nous sommes trop souvent en retard, au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes trop souvent surpris que les changements et les bouleversements qui s'opèrent dans notre environnement immédiat et dans le monde, ces retards de dialogue, ces retards de diagnostic, ces retards d'anticipation limitent et compromettent irrémédiablement nos capacités de réaction et d'adaptation et nous empêchent de rebondir de façon opportune. Honorables députés, honorables sénateurs, compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à gérer Haïti au jour le jour, au gré des circonstances, au gré des maigres recettes dont nous disposons. Haïti a besoin de se relever, de regarder vers l'avant, de se projeter dans l'avenir sur le plan national, régional et international pour innover et prendre des décisions cohérentes, porteuses d'espoir et de progrès social. Haïti a besoin de responsables politiques, d'hommes d'affaires, de leaders étudiants, de leaders paysans fermement engagés dans la construction d'une Haïti prospère, plus juste et plus démocratique. Honorables députés et sénateurs, décideurs politiques, élites économiques, intellectuels, paysans et paysannes, responsables de la société civile, haïtiens, haïtiennes, si nous avons le courage et la lucidité de relever ensemble ces défis, si nous pouvons prendre notre destin en main, alors nous pourrons illuminer les horizons de demain. Je veux dire ceux de 2017, des années à venir et des prochaines décennies. C'est ainsi que les générations futures pourront s'inspirer de notre comportement, de nos espoirs collectifs, de notre testament politique commun pour nourrir leurs aspirations et leurs ambitions à vivre dans l'unité nationale vers la conquête de l'avenir. Tel est le souhait le plus ardent de mon cœur, de patriote et de chef de l'État. Fier d'avoir fait partie de ce paysage politique, fier d'avoir réussi l'exploit de juguler la perspective sombre d'un vide institutionnel et rétablir l'ordre républicain, et ceci grâce au concours de vous tous et de toute la nation. À vous tous, honorables députés et sénateurs, je dis un grand merci d'avoir fait le sacrifice de servir notre pays.